va commencer par un complément sur le rejet de perturbation. C'est quelque chose qui est, comme son nom l'indique, complémentaire au cours, donc vous ne trouverez pas dans le cours. Ça concerne le rejet d'une perturbation qui intervient au niveau de la commande. Vous voyez que vous avez un asservissement avec une consigne qui est comparée avec la mesure courante, qui fournit l'erreur. L'erreur est fournie en entrée à un correcteur, qui est un filtre, qui va générer une commande pour le système, mais avant que cette commande n'arrive au système, intervient une perturbation inconnue. Et on aimerait savoir comment se comporte le système vis-à-vis de cette perturbation. Et on aimerait surtout que cette perturbation, l'effet de cette perturbation soit à terme, c'est-à-dire en régime permanent, nul. On parle aussi de rejet de perturbation. Alors pour ça, on va étudier le transfert entre la perturbation et la sortie. Donc vous pouvez réécrire ce schéma bloc en réagençant les blocs de manière à avoir par exemple P en entrée comme ça. Vous aurez le comparateur, vous aurez ensuite un G, puis vous aurez Y qui sortira, et puis dans la boucle de retour, avant d'arriver jusqu'ici, donc R étant égal à 0, ici c'est comme s'il y avait un gain moins 1 à cet endroit-là, à cause de ce moins 1. Dans la boucle de retour, vous aurez un filtre C2S. La transmittance, alors cette forme-là, c'est la forme générique d'un asservissement, et on connaît sa fonction transfert en boucle fermée. Je le rappelle, c'est transfert direct sur 1 plus transfert total. Transfert direct G2S en l'occurrence entre P et Y sur 1 plus transfert total. Transfert total c'est G fois C. Et ça j'appelle cette fonction transfert T2S. Et je définis une perturbation. Pour le moment je ne la précise pas trop, quand même un peu. Je dis que sa fonction transfert c'est 1 sur S à la puissance R. Alors, suivant la valeur de R qui est forcément strictement supérieure à 0, donc par exemple pour R est égal à 1, vous avez P de S qui est égal à 1 sur S, qui est la transfo de la place d'un échelon unitaire. Pour R est égal à 1, c'est un échelon P. Pour R est égal à 2, c'est une rampe. Pour R est égal à 3, c'est une parabole, etc., etc. Donc R, si vous voulez, va coder, va définir la complexité de la perturbation. Plus R est élevé, plus cette perturbation sera difficile à rejeter, difficile à compenser. Alors on va s'intéresser à l'influence de cette perturbation sur la sortie en l'absence de consigne. Si la consigne vaut 0, ça veut dire qu'en sortie, on aimerait avoir 0, tout le temps, même en cas de perturbation. On va voir qu'il y a des conditions pour lesquelles Y effectivement va tendre vers 0 en présence de perturbation. C'est ce qu'on va calculer. Pour ça, il faut spécifier un peu G et C, et notamment préciser les numérateurs et dénominateurs de G et C. C'est des polynômes. J'appelle ces polynômes, enfin je définis ces polynômes de la manière suivante, avec ng0, le coefficient de degré 0 du polynôme ng qui est le numérateur de la fonction transfert en boucle ouverte, plus ng1s, plus ng2s carré, plus etc. etc. jusqu'à l'ordre du numérateur. Pour le dénominateur, même disons, façon de nommer les paramètres. Petit dg0, c'est le scalaire, s'il existe, le coefficient du plus bas degré du dénominateur, plus dg1s, plus dg2s carré, etc., etc. Pour C, on fait pareil, en appelant les coefficients du numérateur, les nc 0 à nc degré de nc. Dénominateur, ça s'appelle les dc0, dc1 jusqu'à dc degré de dc.
Voilà, et on réécrit la fonction transfert en boucle fermée en utilisant ces 4 polynômes-là. Donc G de S est égal à NG sur DG sur 1 plus CG, donc NC NG fois DC DG. On multiplie le tout par le dénominateur, à savoir, le dénominateur là, celui-là. Hein. Donc on réduit déjà le dénominateur sous la forme d'une fraction. Donc on obtient DCDG plus NCNG, le tout sur DCDG. Ce DCDG, on le remonte et il se simplifie, en tout cas le DG se simplifie avec ce DG là. Donc il reste au numérateur DCNG. Voilà, et on va raisonner avec cette forme-là. Et pour trouver la réponse à cette question, c'est-à-dire en régime permanent, est-ce que la sortie converge effectivement vers 0, même en présence de perturbation? On va utiliser le théorème de la valeur finale, qu'on applique ici. Y infini, ce que j'appelle Y infini, c'est la valeur finale, la valeur de la sortie en régime permanent, c'est-à-dire la limite lorsque t tend vers l'infini de y de t. Et en appliquant le théorème de la valeur finale, qui est fortement indiqué dans le cas dans cette situation-là, c'est-à-dire pour calculer la précision d'un système, ce théorème dit que cette valeur finale-là, en temporel, est reliée à des valeurs fréquentielles. Alors comment ça? Par la limite, lorsque S tend vers 0, de S fois T de S fois P de S. Et T de S fois P de S, c'est bien Y de S. Donc la transfo de la place de la sortie. Alors si vous vous en rappelez plus, il est important donc ce théorème de la valeur finale, si vous vous rappelez plus vers quoi doit tendre S par exemple, vous pouvez vous rappeler que la réponse harmonique d'un système s'obtient lorsqu'on fait S est égal à J oméga. Donc faire tendre S vers 0, quelque part, c'est faire tendre vers les basses fréquences. Or, les basses fréquences, c'est justement le régime permanent. Hein. Le régime permanent d'une réponse, c'est lorsqu'il n'y a plus du tout de transitoire qui génère des hautes fréquences, lorsque la réponse tend vers une constante. Et une constante, c'est le plus bas que vous puissiez faire, c'est la fréquence 0. Donc ça peut être un procédé mémotechnique pour retenir vers quoi il faut faire tendre S pour ce théorème de la valeur finale. Bon, alors ça ne vous épargne pas qu'il faut retenir aussi qu'il faut multiplier par S la réponse. Donc ce S là, je n'ai pas de procédé mémotechnique pour faciliter, disons, son assimilation. Alors, on remplace T de S fois P de S par sa valeur. P de S est égal à 1 sur S à la puissance R. Du coup, on obtient S sur S à la puissance R fois T de S qui est ici. C'est égal aussi, si on remonte le S à la puissance R au dénominateur, on le met au numérateur, S à la puissance 1 moins R fois ça. Là, c'est un peu laborieux. Vous pouvez passer directement de là à là, par exemple. Est égal à limite lorsque S tend vers 0 de S à la puissance 1 moins R. Alors ça c'est la limite lorsque S tend vers 0 d'une fraction de deux polynômes, c'est aussi le rapport entre les degrés les plus bas. C'est ce que j'ai écrit ici, deg-min, c'est les degrés les plus bas de DCNG sur le degré le plus bas de DCDG plus NCNG. D'accord? C'est ça ce truc-là, deg-min. Bon, alors que vaut deg-min de DCNG et deg-min de DCDG plus NCNG? Lorsque vous avez une fonction transfert, elle est forcément causale. Nous, on travaille avec des fonctions transfert strictement causales ou alors causales tout juste. Et donc, au numérateur, on a toujours le degré de plus bas niveau
qui est égal, parce qu'on peut toujours diviser par un S, qui est toujours égal à un scalaire. Donc le degré min de cette addition de deux polynômes, c'est aussi le degré min de NC, NG, et comme c'est des numérateurs, c'est un scalaire. Donc ça, c'est un scalaire. C'est le coefficient de plus bas degré de NC, NG. Le degmin de ça, par contre, bon là c'est aussi un scalaire pour NG, par contre pour DC, ça se discute. DC peut très bien avoir, DC c'est le dénominateur du correcteur, il peut très bien y avoir un intégrateur, ou plusieurs. Tout dépend de la classe du correcteur. Donc ce degré minimum de DC fois NG va aussi être égal au degré minimum de DC. Et le degré minimum de DC, c'est la classe du correcteur. Ça a été défini dans le cours. C'est le nombre d'intégrateurs que contient le correcteur. Et je vais appeler ça voilà, NG0, donc ça c'est le terme de plus bas degré de NG, fois DCC, S à la puissance C, donc DCC c'est le coefficient numéro C, C étant la classe du dénominateur du correcteur, fois S à la puissance C, donc C c'est un entier qui rend compte du nombre d'intégrateurs que vous avez dans le correcteur, avec C le nombre d'intégrateurs dans C de S. Du coup, notre y infini, c'est égal à la limite lorsque S tend vers 0, de S à la puissance 1 moins R plus C. C'est égal à 0 si et seulement si 1 moins R plus C est strictement positif, pour que, voilà. Et ça implique que C doit être supérieur, donc le nombre d'intégrateurs dans le correcteur doit être strictement supérieur à R moins 1. Ok ? Si je résume, vous avez une consigne qui a une difficulté R. Plus cette R est élevée, plus c'est difficile de suivre la consigne. Si vous voulez rejeter, c'est-à-dire compenser l'effet de cette perturbation, j'ai dit consigne, c'est une perturbation, si vous voulez compenser l'effet de cette perturbation, il vous faut au moins R intégrateur dans le correcteur. Donc, exemple, R est égal à 1. Dans ce cas-là, P de S, c'est un échelon unitaire. C'est 1 sur S, donc la transfo de la place d'un échelon unitaire. Cette équation donne C strictement supérieur à 0. Et donc, il faut au moins un intégrateur pour rejeter la perturbation. Alors, attention, c'est dans C qu'on met les intégrateurs. Et c'est pas dans G. Vous pouvez avoir le nombre d'intégrateurs que vous voulez dans G. Ça ne changera rien sur le rejet de perturbation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait retenir, qui est assez pratique, qui permet d'éviter pas mal de calculs, enfin d'éviter de refaire tous ces calculs en tout cas. C'est de retenir que pour rejeter une perturbation, il faut, une perturbation en échelon par exemple, il faut au moins un intégrateur avant la perturbation. Mais avant, dans la chaîne directe, pas après. Ça, vous allez le vérifier en TP, me semble-t-il. Peut-être pas cette année, non. C'est dans un TP l'année prochaine. Ou concrètement, vous verrez l'effet de ce calcul-là sur un système où l'intégrateur est d'abord après la perturbation et vous allez en rajouter un dans le correcteur et vous allez voir qu'effectivement, elle va être rejetée. Ok, voilà pour ce premier complément sur la précision des systèmes. J'ai un autre complément que j'avais annoncé la dernière fois par rapport au lieu d'Evans. Dans le cours et dans le poly, il y a un nombre de règles limitées concernant le lieu d'Evans. Or, pour bien utiliser cet outil, on a besoin de quelques règles additionnelles que je vais donner maintenant. Tout d'abord, je vais vous donner deux règles, enfin sans forme qu'une en fait,
une règle qui permet de trouver les angles de départ et d'arrivée des branches grâce à une formule. Alors ça, c'est une règle qui n'est peut-être pas la plus fondamentale. Par contre, celles qui vont être après seront disons, un peu moins cosmétiques. Alors qu'est-ce qu'elles disent, ces règles-là, qui sont néanmoins importantes pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, par exemple? Si P de x est un pôle de la boucle ouverte d'ordre de multiplicité 1, l'angle de départ de la branche partant de ce pôle, je vous rappelle, dans le lieu d'Evans, on décrit les branches partent des pôles, arrivent au 0 ou à l'infini, et lorsque k varie de 0 à l'infini. Donc on part des pôles, de toute façon. Et on aimerait savoir avec quel angle on part des pôles. Cette règle-là vous permet de dire quel est l'angle de départ. Donc l'angle de départ de la branche partant de ce pôle est donné par phi de x, c'est cet angle de départ, vous voyez là. Alors c'est compté positivement dans le sens trigo. Et c'est égal à la somme de j est égal à 1 jusqu'à m. M c'est le nombre de zéros de l'argument de px par rapport à tous les zéros. Donc vous prenez le pôle en question, vous tracez les vecteurs par rapport à tous les autres zéros, et vous sommez tous les arguments. Ça vous donne cette première somme, moins la somme de i est égal à 1 jusqu'à n i différent de x, c'est-à-dire que vous allez sommer sur tous les pôles à part le pôle considéré, de arguments de px moins pi. Donc vous faites pareil, vous prenez votre pôle là qui vous intéresse, dont l'angle de départ vous intéresse, vous prenez tous les autres pôles à part celui-là, vous tracez le vecteur entre ces autres pôles et ce pôle considéré, vous prenez son angle et ça donne ces arguments-là de cette somme. Donc vous faites ces deux sommes, vous choisissez un k, n'importe lequel, 0 par exemple, et ça vous donne à 2 pi près l'angle de départ fixe. Vous avez une règle équivalente pour les angles d'arrivée. Les branches arrivent, lorsqu'elles ne partent pas à l'infini, arrivent à des zéros, lorsque k tend vers l'infini, et on peut se poser la question, comment est-ce que ces branches arrivent à ces zéros, avec quel angle? C'est l'objet de cette deuxième règle. Si zx est un zéro de la boucle ouverte d'ordre de multiplicité 1, donc ça marche que si c'est des pôles et des zéros simples. Pour des pôles doubles et des zéros doubles, il y a une règle un peu plus compliquée, mais là je veux pas vous embrouiller, ça arrive quand même assez rarement qu'on en ait besoin. Donc si zx est un zéro de la boucle ouverte d'ordre de multiplicité 1, l'angle d'arrivée en ce point est donné par une formule analogue. Je descends. Voilà, phi x, même principe, est égal à somme de i est égal à 1. Alors on fait d'abord la somme par rapport au pôle, là vous voyez, jusqu'à n de argument de zx moins pi. Donc vous prenez tous les vecteurs partant de tous les zéros et allant à partant de tous les pôles et allant à ce zéro là qui vous intéresse, et vous sommez les angles, moins la somme de j est égal à 1 jusqu'à m, j différent de x, des arguments de zx moins zj. Donc vous faites pareil avec tous les autres zéros à part celui qui vous intéresse, vous tracez les vecteurs, vous calculez les arguments et vous les sommez. Vous choisissez un k, n'importe lequel, si possible un k petit, et vous avez à 2 pi près l'angle d'arrivée qui est défini de cette manière-là. Ici, la flèche indique le sens positif de croissance du gain. Lorsque k tend vers l'infini, on va vers un 0 ici, et on y va avec un angle qui est défini de cette manière-là. Voilà pour cette règle des angles de départ et d'arrivée qui est cosmétique, mais qui permet, dans certains cas, de voir si on ne s'est pas planté avec d'autres règles, qui permettent de corroborer, par exemple, l'allure générale d'un lieu d'Evans en donnant des tendances, par exemple, de départ ou d'arrivée. Alors la règle qui suit est un peu plus importante. Elle complète en fait une règle qui est donnée dans le cours, mais elle est donnée sous une forme différente, qui est peut-être plus facile à utiliser. À vous de voir, mais je pense que c'est plus facile.
c'est la règle concernant les points de séparation. Le calcul des points de séparation est donné avec une certaine formule dans le cours. Ici, je vous donne une formule alternative. Un point de séparation traduit l'existence d'un pôle multiple de la fonction transfert en boucle fermée. Donc, quand vous avez plusieurs branches qui se télescopent dans le lieu des racines, au point où ça se touche, appelé un point de séparation, vous avez un pôle multiple en boucle fermée, qui peut être double, triple, ou vous pouvez avoir plus de 2 branches qui viennent se télescoper en un seul point. Alors, on obtient les coordonnées de ce point. Alors, ces points sont forcément sur l'axe réel. En effet, il y a symétrie axiale du lieu d'Evans par rapport à l'axe des X. Conclusion, lorsque des branches se télescopent, vu que c'est symétrique, ça se télescope forcément sur l'axe des X. Et on l'obtient en dérivant par rapport à S, en annulant la dérivée par rapport à S de la fonction transfert en boucle ouverte corrigée divisée par K. Alors ça veut dire qu'il faut enlever le gain K, qui varie de 0 à plus l'infini, dans la fonction transfert en boucle ouverte corrigée. Enfin, vous pouvez le laisser, la dérivée sera équivalente. Donc vous annulez ça, vous faites ça, vous résolvez ça, dérivée de ça égale 0, vous trouvez un certain nombre de points de séparation, de valeurs de S. Alors attention, ça vous pouvez le noter ici avec un panneau warning. Toutes les valeurs que donneront cette équation-là, l'équation du cours c'est pareil, ça vous donne un certain nombre de valeurs, de solutions. Toutes ne sont pas valables. En effet, ça va vous donner toutes les solutions, y compris celles qui correspondent à un cas négatif. Or, le lieu d'Evans concerne que la position des pôles pour K variant de 0 à plus l'infini. Lorsque K est négatif, on appelle ça le lieu complémentaire. Ce n'est pas le lieu d'Evans. Ce n'est pas celui qui nous intéresse. Or, cette équation-là vous donne tous les points de séparation, y compris ceux du lieu complémentaire. Conclusion, vous pourrez très bien avoir des situations où ça vous donne des points de séparation à un endroit où la règle qui dit qu'un point de l'axe réel appartient au lieu d'Evans si le nombre de pôles et de zéros situés à sa droite est impair, dit qu'il n'y a pas de lieu d'Evans. Donc là, vous êtes embêté. Mais ce n'est pas une erreur, ce n'est pas forcément une erreur de calcul. Ça peut vouloir dire que c'est un point qui appartient au lieu complémentaire. Vous pouvez le mettre en remarque. Alors là aussi, une petite règle cosmétique encore. Si vous avez n branches du lieu qui se coupent en un point, par exemple 2 branches, qui se coupent là, qui se télescopent et ensuite repartent comme ça. Alors moi je sais que ça repart comme ça à cause de cette règle. Vous pourriez dire, ça repart en biais, quoi. Mais c'est pas possible. Il y a une règle qui dit déjà qu'il y a symétrie axiale par rapport à l'axe des X. Donc, ça peut pas partir comme ça, déjà. Parce qu'il faut que ça soit symétrique. Donc ça part comme ça. Alors ça pourrait repartir dans l'autre sens, éventuellement. Ça, ça n'arrive jamais. Il se trouve que quand il y a un point de séparation, il y a toujours un angle entre les branches, les demi-branches, qui respectent cette règle-là. Si vous avez 2 branches qui se télescopent, grand N est égal à 2, et donc l'angle entre 2 morceaux de courbe vaut pi sur N, en l'occurrence pi sur 2. Alors une règle supplémentaire qui concerne l'endroit où le lieu d'Evans coupe le cercle unité. Je vous rappelle que je confonds les années, désolé. Ça c'est pour la commande numérique. Et jury aussi, c'est pour la commande numérique. Donc là j'ai un peu mélangé les cours que je fais. Il se trouve que le lieu d'Evans marche aussi pour les systèmes numériques. C'est pour ça qu'on a à peu près les mêmes règles. Il y a juste celle-là qui change. Donc là, vous oubliez ce que j'ai marqué là, et vous notez à la place les intersections du lieu d'Evans avec l'axe imaginaire, qui en continu représente la limite de stabilité, et non pas le cercle unité comme en numérique, s'obtiennent en utilisant non pas le critère de Jury qui est au numérique, ce que le critère de route est au continu. Donc vous remplacez Jury par route. D'accord ? Donc là, vous remplacez cercle unité par axe imaginaire, qui est notre limite de stabilité, et vous remplacez Jury par route.
Alors, dernière règle importante, celle-ci, je pense pas qu'elle y était. Pour trouver le gain en un point particulier du lieu d'Evans, voilà comment vous pouvez faire. Donc si vous posez la question, ça c'est super important parce que c'est la fin de votre synthèse. Tout à la fin, vous avez décidé, voilà, je veux régler mon gain pour que mes pôles en boucle fermée soient là, dans la cartographie des pôles. Parce que là, c'est plus rapide, là, ça dépasse pas, et ça a le comportement que je veux. Et ce point-là, de là où vous avez placé les pôles, à ce point-là correspond à un certain gain. Et donc, dans la phase finale de l'utilisation de cet outil, il va falloir régler ce gain. Parce que c'est le but de l'automatique, c'est de régler le correcteur. En l'occurrence, c'est régler le gain du correcteur. Et cette règle-là vous permet de le faire. Donc, si vous avez le S0, là, où vous voulez vous positionner en boucle fermée, cette règle-là, cette formule vous permet d'en déduire le gain K0 correspondant. Vous faites -1 sur la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée sur K. Donc ça veut toujours dire, vous prenez toute la boucle ouverte, sauf le gain, forcément vous le cherchez, et vous remplacez S par S0. S0 étant un des points du lieu d'Evans. Voilà pour ces compléments. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer le cours. Alors, je vous rappelle, je pense qu'on en était à peu près ici. On avait étudié la précision des systèmes, mais pas par rapport aux perturbations. C'est pour ça que je vous ai fait ce complément. On l'avait étudié uniquement par rapport à l'entrée de consignes. Et on avait regardé comment se comportait l'erreur. L'erreur entre la consigne et la mesure qu'on souhaite la plus faible possible. En tout cas, même à la limite nulle, quoi. Et on avait vu ce tableau, je vous avais dit que c'était important ce tableau, parce que ça résumait bien la façon dont ça fonctionnait, et ça mettait en évidence que la classe d'un système est déterminante quant à la précision, est déterminante pour la précision du système. Et vous voyez que la classe du système, donc le nombre d'intégrateurs dans le système en boucle ouverte, permet, lorsqu'elle s'élève, d'avoir une précision de plus en plus, bonne, au fur et à mesure que la classe s'élève, pour des entrées qui sont de plus en plus dures. Par exemple, une entrée en échelon, lorsqu'il n'y a pas d'intégrateur, a une erreur statique. Notez au passage que cette erreur statique diminue lorsque le gain augmente. Vous voyez que le gain est au dénominateur, E0 c'est l'amplitude de l'échelon que vous mettez en entrée, vous voyez que l'erreur résiduelle va diminuer lorsque le gain augmente. Et si vous rajoutez un intégrateur, là au miracle, il n'y a plus d'erreur du tout, au bout d'un temps infini, évidemment, en régime permanent. Et a fortiori si vous en rajoutez 2. Et si vous avez une rampe en entrée, une rampe c'est plus difficile à suivre qu'un échelon, là, si vous ne mettez pas d'intégrateur, tout simplement l'erreur va tendre vers l'infini. Donc le système n'arrivera pas à suivre votre rampe. Si vous lui mettez un intégrateur, le système arrivera à suivre, mais il sera toujours un peu en arrière. Il sera en arrière d'une valeur qui va converger vers V0 sur K. Là aussi, cet écart entre la rampe consigne et finalement la sortie va s'amenuiser lorsque K va augmenter. Donc le gain a pour effet de réduire l'erreur statique. Mais ce qui permet de l'annuler, l'erreur, statique ou dynamique, on parle d'erreur statique lorsqu'il s'agit d'une consigne qui est fixe, erreur dynamique lorsque la consigne varie, donc dans le cas d'une rampe c'est plutôt une erreur dynamique. Et si vous rajoutez 2 intégrateurs, dans le cas d'une rampe, vous annulez complètement l'erreur. Ça, c'est des notions importantes, surtout quand la réponse est 0, sans faire aucun calcul. Il y a une grosse différence entre ceux qui savent que ça fait 0 et ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas doivent faire tous les calculs et perdent peut-être du temps et au pire des points. Alors voici le compromis stabilité-précision. Si vous augmentez le gain, qu'est-ce qui se passe avec la marge de stabilité? Je vous rappelle, la marge de phase ou la marge de gain se décrivent
la distance par rapport au point critique. Plus on est loin, plus ces marges sont importantes, plus on est stable, hein, et plus un changement minime, enfin moins plutôt, un changement minime dans les paramètres risque de compromettre la stabilité du système. Alors vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe sur la marge de phase. Si on s'intéresse par exemple à la marge de phase, vous avez deux courbes, la noire et la bleue. Alors vous avez quatre courbes en fait, hein. On vous a montré la courbe asymptotique avec des portions de droite, et puis la vraie courbe, celle qui est juste en dessous. Idem pour la bleue. Ça c'est pour le gain, et pour la phase, bon, on a la courbe, on a une courbe identique, une courbe asymptotique lorsqu'on approxime la phase par des échelons, c'est quand même assez grossier, et puis la vraie courbe qui est la courbe noire là, et qui est la même quel que soit le gain. Alors que vaut la marge de phase? Comment on la trouve? Je vous rappelle, pour trouver la marge de phase dans le diagramme de Bode, parce qu'on peut la trouver dans Nyquist. En fait, c'est une notion, cette marge de stabilité vient de Nyquist, hein. La source de toutes ces notions de marge de stabilité, c'est le critère de Nyquist. Mais il peut être traduit dans certains cas, hein, pour des systèmes simples, par exemple qui sont monotones dans la décroissance de la phase et de l'amplitude, ils peuvent avoir une traduction dans le diagramme de Bode, comme c'est le cas ici. Et on l'obtient, la marge de phase, en regardant tout d'abord à quel endroit la courbe d'amplitude coupe 0 dB. Pour la courbe noire, ça coupe 0 dB en ce point-là. Et ensuite, on regarde la phase à cet endroit-là. Et la marge de phase, c'est la distance, c'est le nombre de degrés qui nous sépare de moins 180. C'est positif lorsqu'on est supérieur à moins 180, donc là c'est positif en l'occurrence, et c'est négatif, ça serait négatif si on était en dessous de moins 180, et là ça poserait problème, parce que lorsque la marge de phase est négative, ça veut dire qu'on n'a plus de marge du tout, qu'on a déjà dépassé le point critique, et donc on est instable. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette marge de phase? Vous voyez que le point d'intersection avec le 0 dB de la courbe noire est plus à gauche que celui de la courbe bleue. Bon, la courbe bleue correspond à un système qui a un gain plus élevé parce qu'elle est plus élevée en dB. Donc la courbe bleue correspond à un système qui aura une erreur plus faible s'il n'y a pas d'intégrateur. Par contre, vu qu'elle coupe le 0 dB plus loin à droite, que la phase ne change pas, lorsqu'on modifie le gain, ben, l'intersection là avec la courbe de gain va se situer à un endroit où on est beaucoup plus proche de moins 180. Et du coup, la marge de phase va s'amenuiser jusqu'à tendre vers 0 si vous augmentez le gain de trop. Et lorsque vous avez une marge de phase nulle, ça correspond exactement à la situation où vous êtes limite instable. Hein, et limite instable pour un second ordre, tel que c'est le cas ici, ça veut dire oscillateur pur. Hein, donc typiquement la courbe bleue là, avec une phase, marge de phase de l'ordre de, je sais pas, 20 degrés. Hein. 20 degrés c'est très peu. Hein. Ça vous fera un dépassement de 70% avec une atténuation qui sera très très lente. Alors que l'autre, la noire, c'est une marge de phase plutôt supérieure à 50 degrés. Là, vous aurez un dépassement de l'ordre de 15%, 10%, 10 à 15%, avec une atténuation très très rapide. Donc il y a un compromis. Il n'est pas question d'éliminer le gain statique ou dynamique, l'erreur statique ou dynamique, en augmentant le gain indéfiniment, parce qu'il y a toujours une limite. La solution, c'est de rajouter un intégrateur. C'est ça la solution. Et ce rajout d'intégrateur, vous pouvez le faire, bon, si vous n'en avez pas dans le système naturellement, le correcteur est là pour ça. Hein, dans le correcteur, vous pouvez faire un circuit électronique qui contient un ampli op qui est monté en intégrateur. Et ça permet d'avoir donc une erreur statique nulle sans avoir l'inconvénient qui est décrit ici. Alors on passe à la partie, s'il n'y a pas de questions, à la partie commande des systèmes à temps continu, donc la partie ultime de ce cours.
Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des outils, hein, mais il faut bien passer pas mal de temps là-dessus, parce que ces outils sont tous mis à contribution dans la dernière partie pour synthétiser le correcteur. Et maintenant qu'on a cette boîte à outils qui est pleine de plein d'outils pour faire la synthèse, on va les utiliser. Alors qu'est-ce que c'est que comment se passe la démarche de synthèse d'un correcteur? Alors la première chose, enfin d'où ça vient déjà? Si vous êtes ingénieur automaticien dans une boîte, comment se passe votre travail, la démarche, quelle est la succession des étapes? La première étape, c'est le cahier des charges. Enfin, ça, c'est pas seulement l'ingénieur automaticien, c'est n'importe quel ingénieur R&D. Il commence par recevoir un cahier des charges. Ce cahier des charges, il vient d'où? Il vient par exemple, du marketing, qui dit que on a des réclamations de clients de nos Renault Velsatis sur le comportement du régulateur de vitesse. Il semblerait qu'il se bloque, ou alors qu'il n'ait pas le comportement désiré, qu'il soit trop rapide ou qu'il ait un dépassement. Certains se sont fait flasher, voilà. Débrouillez-vous pour faire un asservissement plus rapide, robuste aux variations de paramètres, par exemple, sans dépassement, avec une erreur statique nulle. Comme ça, nos clients se font plus flasher en descente devant les radars, parce qu'une erreur statique sur un régulateur de vitesse, évidemment, va être positive dans le cas d'une descente d'une voiture, et donc ça peut éventuellement poser problème si le conducteur se fie au régulateur pour maintenir la vitesse. Bon, c'est un exemple. Alors, le cahier des charges vient de l'extérieur. C'est spécifié en les termes que je viens d'énoncer, qui sont des exemples. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit temps de réponse. Ça, c'est souvent spécifié. Alors, ça peut être spécifié sous la forme, effectivement, d'un temps de montée de 10% à 90%, d'un temps de réponse à tant et tant de pourcents, c'est-à-dire combien de temps il faut pour que la réponse rentre dans une bande de plus ou moins X% autour de la valeur finale. Souvent, le X est égal à 5. Donc, le temps de réponse à 5%. Ça peut être une bande passante. On veut une bande passante de la réponse en boucle fermée de tant et tant de Hertz. Voilà, ça c'est les aspects dynamiques. Alors quoi qu'il arrive, quand on vous demande de faire un asservissement, on veut qu'il soit stable. Ça, en général, on ne le spécifie même pas. C'est pas la peine d'aller faire un asservissement pour qu'il soit instable au bout. En général, on veut aussi que vous accélériez le système. Si vous avez un système qui en boucle ouverte est lent, on ne veut pas qu'en boucle fermée, il soit encore plus lent. Donc le but du correcteur, c'est aussi d'accélérer les choses, de rendre la réactivité du système meilleure. Si un système est instable en boucle ouverte, vous avez la possibilité de le stabiliser en boucle fermée. Exemple, une fusée, fusée Ariane par exemple, on ne va pas prendre un missile parce que c'est un peu guerrier comme exemple. Donc fusée Ariane, vous avez le moteur qui est tout en bas. C'est comme un pendule inverse. Imaginez, j'ai pas d'exemple sous la main là. Vous avez la poussée qui est tout en bas et puis vous avez une masse, enfin une tige super longue là, qui a une poussée tout en bas avec un centre de gravité qui est à peu près au milieu. Alors clairement, vous êtes dans la situation pendule inverse, c'est-à-dire vous débrouillez, c'est comme quand vous essayez de maintenir une tige, une règle, n'importe quoi sur votre doigt en équilibre. La règle, si vous la posez sur la table, elle tombe. Si vous la posez sur votre doigt et que vous faites ce qu'il faut avec votre doigt là pour la maintenir en équilibre, vous faites un asservissement. Vous faites un asservissement visuel en plus, parce que votre mesure, c'est vos yeux. Et c'est assez sophistiqué d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ce genre de choses, l'asservissement par vision d'un système instable, comme ça, le faire avec un ordinateur, c'est pas trivial. Donc, mine de rien, lorsque vous faites ça, il se passe pas mal de choses. Et la fusée, c'est pareil. Alors, comment est-ce qu'elle peut agir sur le bas de la fusée? Tout simplement en changeant l'orientation des tuyères. Vous avez une commande qui permet de faire la déflexion, de changer l'orientation des jets de gaz
en sortie et qui permet ainsi de créer des efforts latéraux de manière à stabiliser cette fusée. Et donc l'asservissement permet de réaliser ça. Vous avez des asservissements qui permettent de rendre des systèmes qui en boucle ouverte sont instables, de les rendre stables en boucle fermée. Les paramètres de réglage, sur quoi vous pouvez agir. Tout d'abord sur l'architecture générale du correcteur. On a vu plusieurs façons de reboucler là. Il y a un correcteur qui est appelé le correcteur série, c'est le correcteur le plus classique. Vous avez le C2S là, tel que je l'ai par exemple indiqué dans l'exemple sur la précision là. Ça c'est ce qui s'appelle la correction série. Vous avez des boucles internes aussi, où vous avez, on l'a vu aussi dans le cours, quand vous avez un moteur électrique, il y a toujours un asservissement de courant qui est interne, ensuite par-dessus un asservissement de vitesse, et encore, si vous voulez asservir la position, autour de cet asservissement de vitesse qui commande la vitesse, vous avez un asservissement de position. Donc une espèce de poupée gigogne d'asservissement là, ça c'est une autre forme, une autre structure. Et on a démontré aussi dans ce cours que cette structure-là, qui s'appelle imbriquée, avec des boucles en partant du centre jusqu'à l'extérieur, hein, qui chaque fois, sont imbriquées les unes dans les autres, cette structure-là est équivalente à un retour d'état. On l'avait montré lorsqu'on avait fait le retour d'état. Vous avez encore d'autres structures, mais qu'on ne verra pas cette année. L'année prochaine, il y a un cours de commande numérique. Sachez qu'en numérique, lorsqu'on utilise un calculateur pour générer la commande, on a beaucoup plus de degrés de liberté et on a accès à une classe de correcteurs beaucoup plus étendue. Et donc des structures aussi beaucoup plus étendues. Enfin, on peut faire beaucoup plus de choses avec un ordinateur, avec un programme, qu'avec des composants électroniques, ampli op, résistance, kappa. Parce que finalement, après l'implémentation de votre C2S, votre correcteur, c'est un filtre actif, linéaire, continu. Et ça se fait quand vous êtes en électrique, hein, ça se fait avec des composants électroniques, des ampli op, des kappa, des résistances, point barre. Et vous utilisez les formules, enfin les structures habituelles de l'électronique pour faire votre filtre, pour faire votre fonction de transfert. Ensuite, une fois que vous avez déterminé l'architecture de votre asservissement, il faut calculer les paramètres du correcteur. Hein, vous avez des polynômes, voilà, je veux que mon correcteur il ait 2 zéros, 2 pôles, ça me fait ce polynôme au numérateur, ce polynôme au dénominateur, quels sont les coefficients? Alors pour ça, vous pouvez utiliser le lieu d'Evans, qui est un des outils très puissants pour trouver les coefficients, mais vous pouvez aussi utiliser le diagramme de Bode avec les notions de marge de phase. Vous pouvez aussi être purement analytique, c'est-à-dire écrire les équations, avoir la boucle fermée en fonction de tous les paramètres, et dire que je veux que ma boucle fermée soit égale à ça, qui correspond au cahier des charges. À ce moment-là, vous écrivez les équations, ça fait un certain nombre d'équations avec des inconnus qui sont les paramètres, et vous en déduisez les paramètres. Le cahier des charges, c'est un ensemble donc, de contraintes à satisfaire. J'en ai déjà parlé. Le dépassement, précision statique ou dynamique, temps de réponse, bande passante, etc. Quelles sont les caractéristiques classiques d'un asservissement? Quel est le cahier des charges nominal, habituel, qu'on rencontre souvent? Alors évidemment, système stable, alors ça on le rencontre toujours, c'est simple. L'amortissement est maîtrisé, ça ne veut pas dire grand-chose. L'amortissement en général correspond à un second ordre dont l'amortissement est égal à 0,707. On a vu ça dans le cours. L'amortissement de 0,707 est un optimum. Un optimum de rapidité, de temps de réponse à 5%. C'est pour ça qu'on le sélectionne souvent. Donc vous allez souvent trouver dans les cahiers des charges zeta, comportement équivalent à un second ordre d'amortissement 0,707. Ça c'est quelque chose d'assez courant. Lorsque c'est spécifié en termes de marge de phase,
ça sera souvent une marge de phase comprise entre 45, je dirais là, bon là il a mis 50, et 70 degrés. 70 degrés étant plus proche de 0,707 et 45 degrés correspondant à un dépassement de 20% à peu près, pour des systèmes classiques. La précision, au niveau de la précision, on précisera le comportement par rapport à la consigne et le comportement par rapport à la perturbation. Souvent, par rapport à la consigne, on veut une précision statique parfaite, c'est-à-dire on veut une erreur statique nulle. C'est rarissime de relâcher cette contrainte-là, hein. Ça peut arriver éventuellement, mais c'est quand même assez rare, hein. Souvent, enfin pour la plupart des asservissements, on veut quand même que ce qui nous sort au bout d'un certain temps corresponde à ce qu'on lui a demandé. C'est quand même légitime. Et au niveau de la rapidité, on veut souvent accélérer la dynamique de la boucle ouverte. Si la boucle ouverte a par exemple une bande passante à moins 3 dB de 10 Hz, souvent en boucle fermée, on peut aller jusqu'à doubler, voire tripler la bande passante. Alors il y a une limite à ça, et je voudrais faire un petit aparté là-dessus. Si vous avez un premier ordre, par exemple, vous pouvez augmenter sa bande passante comme vous voulez. C'est-à-dire, vous avez un premier ordre, vous avez un gain, vous rebouclez, vous obtenez aussi un premier ordre en boucle fermée. Hein, je rappelle, il y a autant de pôles en boucle fermée qu'en boucle ouverte. Hein. Et vous pouvez augmenter le gain comme vous voulez. Vous aurez toujours une marge de phase de 90 degrés. Pourquoi ? Parce que le baud d'un premier ordre, sa phase converge vers moins 90, donc vous serez toujours au moins à 90 degrés de moins 180. Donc la marge de phase elle sera toujours largement positive, quel que soit le gain. Bon, mais il y a quand même une limite, il y a toujours une limite. Soit vous n'avez pas modélisé d'autres pôles qui vont intervenir lorsque vous allez pousser le gain et donc augmenter la bande passante, ou alors il va y avoir saturation. Alors imaginez la régulation de température de cet amphi. Je ne suis pas sûr que c'est régulé en température, enfin on imagine. Hein. Il y a un capteur quelque part, et puis il y a le modèle thermique hein, d'un amphi, enfin d'une pièce, c'est souvent des premiers ordres. Hein. Vous avez une inertie thermique, vous pouvez l'approximer par un premier ordre. C'est-à-dire vous mettez un échelon de puissance de chauffe au niveau de, je ne sais pas où ça chauffe d'ailleurs là. Ça c'est une bonne question, ça chauffe par où ? Peut-être par les aérations là-bas. Donc un échelon de puissance de chauffe de 0 au maximum. Vous attendez et normalement la température va évoluer suivant une exponentielle croissante qui va tendre vers une valeur finale. Donc un premier ordre. Vous faites l'asservissement de cet amphi. C'est un premier ordre. Vous allez mesurer la température du capteur, la comparer à votre consigne et mettre un gain. Et ce gain, vous allez, parce que ça vous embête d'attendre une demi-heure que l'amphi soit chaud, vous dites pourquoi je ne vais pas augmenter le gain, je fais x10 avec le gain, comme ça au niveau de la courbe de gain, je monte de 20 dB, du coup je coupe plus loin au niveau de l'axe des 0 dB, vous savez que la bande passante de la boucle fermée se trouve à l'intersection entre la boucle ouverte et le 0 dB. Donc forcément, vous allez pousser votre bande passante vers la droite et l'augmenter. Alors vous faites x10, x100, x1000, ce que vous voulez, mais il ne faut pas oublier que ce gain-là va multiplier l'erreur. Hein, c'est-à-dire, vous avez, mettons 5 degrés, vous voulez 20 degrés, il y a 15 degrés. Hein, vous avez une erreur de plus 5. Plus 5 fois votre gain que vous avez réglé à 1 million. 5 millions en sortie du correcteur. 5 millions de quoi ? 5 millions de volts. Bon, alors déjà, je vous mets au défi de trouver un ampli-op qui sort 5 millions de volts. Hein. Donc ça c'est dans votre gain, vous allez le faire avec un circuit un circuit amplificateur à base d'ampli-op. Cet ampli-op est limité à 15 volts. Donc très rapidement, ça va saturer. Saturer, ça veut dire que vous allez avoir une tension qui va être écrêtée, malgré votre gain de 1 million, à 15.
Et de toute façon, de l'autre côté, l'amplificateur du chauffage, de la résistance du chauffage, il ne sait pas délivrer, il admet en entrée un petit signal qui varie entre moins 15 et plus 15 volts, et pour plus 15 volts, il délivre le maximum de sa puissance. Il ne peut pas faire plus de toute façon. Donc à moins d'avoir une centrale nucléaire à disposition pour chauffer cet amphi, vous ne pouvez pas faire passer la température de 15 degrés à 20 degrés en une microseconde. D'accord ? C'est impossible, physiquement impossible. Vous avez une limitation pratique, et la limitation, elle est où ? Elle n'est même pas dans les 15 volts de l'ampli op. Elle est dans la puissance max du chauffage, dans la puissance maximum de l'ampli. L'amplificateur qui passe les petits signaux de la commande vers la grandeur physique est toujours limité. Et la dynamique maximum que vous pouvez attendre d'un système, ce n'est pas la limite théorique. C'est-à-dire en théorie, sous MATLAB, vous pourrez faire une microseconde pour passer de 15 à 20 degrés. Pas de problème. Mais dans la pratique, vous aurez une limite de puissance qui va imposer la dynamique. Et lorsque vous faites le réglage, votre cahier des charges doit en tenir compte. C'est-à-dire que le marketing, il peut vous demander débrouillez-moi pour réguler cet amphi de 15 à 20 degrés, que ça passe en une microseconde. Mais ça, c'est un cahier des charges, c'est pour ça que ces données-là, faisables, ça c'est un cahier des charges infaisable. Et il doit y avoir un rebouclage forcément entre ceux qui demandent et ceux qui font, et ceux qui font et ceux qui savent doivent faire remonter à ceux qui demandent les problématiques pratiques et les limitations pratiques du système. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va voir le correcteur le plus connu en automatique que vous rencontrez sur le plus de systèmes, et ça s'appelle le PID. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PID ? Cette équation-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PID ? Proportionnel, intégral, dérivé. Vous avez trois effets dans le PID. Un effet proportionnel, c'est celui-ci, que vous additionnez à un effet intégral. Vous voyez, vous avez 1 sur S qui est pondéré par un tau I, là, mais c'est juste un gain. Donc un effet intégral sur l'erreur, et un effet dérivé, où vous dérivez directement l'erreur. Alors, pourquoi est-ce que ce correcteur a tellement de succès dans l'industrie ? C'est le correcteur qui est le plus simple à régler, et surtout, c'est un correcteur qui peut être réglé de manière intuitive. Alors pour ça, je vais vous passer une petite vidéo. Bon, alors, voici le système. C'est un système purement académique. Vous avez un moteur, je pense qu'il est là, qui entraîne via des roues dentées ou alors des poulies cet arbre de sortie qui est couplé à deux charges d'inertie différentes. Donc ça, c'est un disque, un grand disque de forte inertie et un petit disque de plus faible inertie. Et on souhaite asservir la position de cet axe-là, et pour ça, on a un capteur qui mesure la position angulaire de cet axe-là. Alors, les disques, vu qu'ils sont assez grands, permettent de voir assez précisément les effets des différents algorithmes qui sont implémentés. Donc, vous voyez, PID, KP plus KI sur S, ça c'est le terme intégral, plus le terme dérivé. Voilà, simple proportional gain, donc un simple proportionnel. Voilà, là vous voyez c'est bien lent. Vous avez un bon dépassement, et regardez, ça c'est la consigne, il veut aller là. Ça c'est l'échelon, à l'instant t égale 0, ça passe à cette valeur là qui est 4000. Et vous voyez, la réponse en vert ne va pas jusqu'à la consigne. Vous avez une erreur statique. C'est normal,
n'avez qu'un terme proportionnel. Vous n'avez pas de terme intégral, vous n'avez pas non plus, en l'occurrence, de terme dérivé. Donc vous avez une réponse très mauvaise, hein, donc, qui est lente, qui est dépassante et qui a une erreur statique significative. Alors, the actual response is shown here in green, and you can see that the response is kind of sluggish. So now we'll run this higher gain controller. Alors maintenant, il se dit, qu'à cela ne tienne, j'ai une erreur statique là dans mes calculs, j'ai vu que quand j'augmente le gain, j'arrive à diminuer l'erreur. C'est parfait ça. Je vais augmenter le gain, regardez ce qui se passe. Les oscillations, c'est ce que je vous ai dit, quand vous augmentez la courbe là, ça coupe plus loin, la marge de phase diminue, et donc on se tend vers un oscillateur pur. C'est exactement ce qu'on voit là. Alors c'est sûr, l'erreur statique est plus faible. Si vous prolongez là, au bout d'un certain temps ça va stabiliser, c'est sûr que l'écart entre le rouge et la mesure va être plus faible. Mais à quel prix ? Hein, vous voyez, le dépassement il atteint presque 100% là. C'est ce qui est complètement prohibitif. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre un peu de dérivé. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'il dit. Hein. Le terme dérivé va me donner un peu d'anticipation, donc de prédiction sur la mesure. Ça va effectivement dériver la mesure et va, alors en termes temporels, va anticiper sur l'erreur par exemple, mais en termes fréquentiels va remonter la phase. Hein, comme on va le voir, le terme dérivé aura un effet de remonter la phase. Qui dit remonter la phase dit augmenter la marge de phase et donc dit diminuer ce dépassement là qui nous embête. On va voir l'effet. Ça marche un peu mieux. Hein. Vous n'avez plus de dépassement. Alors c'est much improved et much faster. En effet, hein, vous voyez le temps de réponse à 5%, il est beaucoup plus court là. Les échelles ont été conservées. Hein. Le dépassement est beaucoup plus faible. Le gain a été conservé. Hein. Donc c'est le même gain qu'avant qui provoquait ces énormes oscillations, juste qu'on a rajouté du D, un terme dérivé. Et le terme dérivé a pour effet, vous voyez, de stabiliser le système et de l'accélérer. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez qu'il y a toujours encore un tout petit écart là. Et ça peut être problématique. Hein. Quand vous avez un asservissement de vitesse, un régulateur de vitesse sur une voiture, si ça c'est 90 à l'heure, bon là c'est plutôt les bonnes conditions. Par exemple si vous êtes en pente, si vous êtes en train de monter, donc là vous serez à 85 ou quelque chose comme ça. Mais si vous êtes en descente, ça sera au-dessus. Et là, ça peut poser problème. Pour des régulations de température, on n'aime pas ça non plus. Hein. Si on a une consigne de 20 degrés, on ne veut pas avoir en hiver 18 et en été 22. Hein. Donc, on veut avoir pile poil la consigne. Comment on fait ? On rajoute un terme intégral. Although I still have a little bit of steady state error that I'd like to get rid of. So now I've added a little bit of integral action. So I have a true PID controller, proportional integral derivative. And what we'll see is a very similar transient response, but now the integral action will take out that little bit of steady state error. So there, regardez bien les disques jusqu'après l'échelon. Ils corrigent légèrement. On le voit là. Bon, je vais refaire. Donc regardez après l'échelon ce qui se passe. Là, il corrige et là, il recorrige. Et vous le voyez ici sur cette courbe. Donc il est trop haut à cet endroit-là. Hein, et il le remarque. Enfin, il le remarque. Vous avez une erreur persistante. Cette erreur persistante là, est en l'occurrence, c'est la consigne moins la mesure. Donc là, elle sera négative. Donc vous aurez une petite valeur, moins, je sais pas quoi, moins, je sais pas quelle est l'échelle là. Je dis n'importe quoi, moins 1. Hein. Ça va aller dans un intégrateur. Si vous mettez une valeur continue comme ça dans un intégrateur, il va intégrer. Il va intégrer, ça veut dire que si vous lui mettez quelque chose de négatif, il va vous sortir une tension qui va décroître tant que ça reste pareil. Alors la tension qui va sortir, au bout d'un certain temps, elle va être significative. Vous aurez
moins 1 volt, moins 2 volts, moins 3 volts, au bout d'un certain temps, vous aurez assez de tension pour que le moteur puisse tourner dans l'autre sens et compenser cette erreur. Donc c'est pour ça que vous voyez l'effet intégrateur, si vous attendez assez longtemps, vous aurez forcément, fatalement, à un moment, compensation de l'erreur, parce que la commande va augmenter jusqu'à ce que ça bouge, quoi. Alors que si vous avez simplement un proportionnel, vous avez le risque que l'erreur tout petite fois votre gain donne une commande en volt qui ne soit pas suffisante pour, par exemple, faire bouger le moteur, parce qu'il y a un frottement sec. Donc, voilà l'effet intégral. I get that same nice fast response with a minimal little bit of overshoot, but here you can see how the integral part of the controller gradually works on that error and takes it all the way down to 0. Voilà. Alors ça vous explique pourquoi ce correcteur PID a eu tellement de succès, hein. Alors, la démarche de réglage d'un PID, c'est comme une recette de cuisine, hein. Vous mettez un peu de P jusqu'à ce que ça dépasse raisonnablement, genre 20%, 20 à 30%. Mais c'est encore un dépassement qui est trop et de toute façon vous avez une erreur statique. Alors pour avoir une erreur statique nulle, vous mettez un peu de I. Vous augmentez le I, pas trop, parce que si vous augmentez trop le I, ça vous fait une phase qui forcément est à moins 90, et donc une marge de phase qui va se dégrader. Et vous aurez un dépassement plus grand, certes une erreur statique nulle. Et pour éviter ce comportement, disons, trop dépassant et trop peu amorti, vous mettez un peu de D. Et vous mettez du D suffisamment pour que le dépassement redevienne assez faible, et également pour que le temps de réponse soit suffisamment court. C'est pour ça que, voilà, dans ce correcteur, on a 3 actions qui correspondent à un comportement physique palpable, clairement compréhensible par n'importe qui. Alors vous me demanderez peut-être, ou peut-être pas, pourquoi on s'embête à enseigner l'automatique alors que c'est tellement simple de régler un PID? Excellente question. Alors si vous contentez de régler un PID, il est clair que c'est pas la peine de vous embêter à venir à ce cours, hein. Donc d'ailleurs c'est souvent c'est pas les ingénieurs à qui on confie le réglage d'un PID. Le réglage d'un PID est réalisable par quelqu'un qui n'a pas une formation d'ingénieur. Il suffit qu'il ait l'expérience de ce réglage que je viens de vous évoquer. Donc il est clair que pour le réglage d'un PID, c'est pas la peine d'utiliser toute la boîte à outils là qu'on a vu dans la première partie de ce cours. Alors il se trouve que ça correspond quand même à 90% des correcteurs installés. Donc effectivement, pour 90% des applications, il n'y a pas besoin d'un ingénieur pour faire la régulation. N'empêche que pour les 10% qui restent, il est hors de question d'utiliser un PID. Et les 10% qui restent, c'est souvent les applications les plus sympas. Alors réguler un moteur d'entraînement d'une bande convoyeuse, bon, ça se fait avec un PID. Réguler la température d'un amphi, ça se fait avec un PID. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus passionnant comme système. Il y a mieux. Réguler l'autopilotage de l'A380 en tenant compte des modes propres flexibles pour éviter d'exciter les oscillations de la structure qui est immense, ça se fait pas avec un PID. Réguler l'orientation de la fusée Ariane, ça se fait pas avec un PID. Donc typiquement les stages qu'on a en ISAV, c'est pas pour réguler la vitesse d'une bande transporteuse, c'est plutôt pour réguler des choses plus intéressantes de ce type-là. Bon, n'empêche qu'il faut quand même commencer par les fondamentaux. Donc si vous connaissiez pas le PID, il manquerait quand même quelque chose à votre culture, donc on commence par là. Et sachez qu'il n'y a pas seulement la méthode empirique de réglage du PID, il y a aussi la méthode calculatoire, qui souvent permet d'obtenir d'ailleurs des meilleurs résultats. Et ça, je parle d'expérience. Vous avez la méthode de celui qui touche au potard et puis qui trouve à peu près un point de fonctionnement correct, et puis la méthode de celui qui identifie, qui calcule, qui trouve les gains, qui les règle, et s'il a bien travaillé, trouve normalement un point de fonctionnement bien meilleur. Parce que vous avez quand même 3 valeurs à régler. C'est pas du tout simple de trouver l'optimum, en général.
Voilà, alors l'action proportionnelle, telle qu'elle a été décrite dans la vidéo que je vous ai passée, permet d'améliorer la précision, mais au détriment de la marge de phase, donc c'est pas vraiment ça l'objectif. Ça permet d'augmenter la rapidité si on l'augmente, mais c'est au détriment du dépassement. Donc le gain proportionnel est nécessaire, mais tout seul, il est rarement tout seul, hein, parce que tout seul, il ne permet pas de pallier à tous les effets délétères, disons, liés à ce gain proportionnel. Donc on lui associe souvent, très souvent, une action intégrale. Parfois, on se contente de ça, hein, quand ça suffit, quand le système est d'ordre, par exemple, 1, quand c'est un système très simple, un PI peut convenir. Lorsqu'on ajoute à l'action intégrale, on améliore la précision nettement, enfin de manière infinie, parce qu'on passe d'une précision X à une précision parfaite, quoi. La marge de phase est diminuée de 90 degrés parce qu'en rajoutant un terme intégral, ici, vous avez un S au dénominateur. Un S au dénominateur, c'est un pôle en 0. Son argument, c'est moins 90, quelle que soit la fréquence. Conclusion, vous baissez la phase de 90 degrés. Donc vous baissez la marge de phase de 90 degrés. Alors le terme intégral, il est susceptible aussi de saturer. Lorsque, par exemple, vous voulez passer, je prends toujours le cas de l'amphi là, vous voudriez passer, il faisait 0 degré là-dedans, et puis on met une consigne de 20 degrés, et puis il faut au moins une demi-heure pour que ça chauffe. Donc vous avez 20 degrés d'écart de température entre la consigne et la mesure. Vous avez un intégrateur. Cet intégrateur va intégrer le 20 pendant une demi-heure. Enfin, mettons, ça va rester à 0 pendant un certain temps, significativement long. Et donc cette erreur-là de 20 va être intégrée, donc ça va faire une commande qui va augmenter avec une pente très très importante, qui correspond à cet écart qui est très très grand. Et puis vous allez largement dépasser les 15 volts. Bon, sauf que vous utilisez un ampli op, et donc ça va plafonner à 15 volts. Si jamais votre chauffage sature avant 15 volts, en général les tensions de commande normalisées dans l'industrie, c'est pas 15 volts, c'est plus ou moins 10 volts en automatique. Ça c'est quelque chose, c'est une norme quasiment universelle. La plage de variation des signaux de commande, c'est de moins 10 à plus 10 volts. Et à ce moment-là, il faut prévoir l'antisaturation du terme intégral, c'est-à-dire il ne faut pas lui permettre d'aller jusqu'à 15 parce que de toute façon à partir de 10, déjà le chauffage il sature. Et donc on utilise, lorsqu'on est en électronique, des diodes Zener. Zener, une diode qui écrète une certaine tension, vous mettez 2 diodes Zener tête bêche, ça vous écrète la tension de commande à plus ou moins 10 volts. Si vous prenez une Zener 10 volts. Action dérivée qui permet d'augmenter la phase. Pourquoi ? Parce que l'argument de ce taux DS là, c'est 90 degrés, plus 90 degrés. Donc ça vous remonte la phase de 90 degrés. La remontant, ça remonte aussi la marge de phase d'autant. Donc ça permet, comme l'a montré la vidéo, de passer à une réponse qui est super oscillante là, à une réponse qui est non seulement pas oscillante du tout, mais en plus beaucoup plus rapide. Parce que ça vous permet aussi d'augmenter vu que vous avez une meilleure marge de phase, vous pouvez augmenter également la bande passante de votre système. Alors petit problème avec le terme dérivé là. Vous voyez qu'il n'est pas causal. Ça, c'est pas faisable avec un ampli op. Enfin, on vous apprend si quand même en électronique comment faire un dérivateur. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce dérivateur-là est une approximation de la réalité. Vous ne pouvez pas faire avec un ampli op un taux DS, c'est pas possible. Hein. En tout cas sur toute la plage de fréquence. Hein. À un certain moment, ça va couper par exemple à la fréquence de coupure de l'ampli op. Alors certes, ça peut être très très élevé. Mais en général, on ne souhaite pas faire un dérivateur qui ait cette fonction transfert. Pourquoi ? Parce que ça a un gain qui monte avec la fréquence. Hein. Donc aux hautes fréquences, c'est très très élevé en gain. Et qui dit gain élevé aux hautes fréquences où on a le bruit souvent, vous avez du bruit blanc qui se rajoute, hein, et plus ce bruit sera haute fréquence, plus vous allez l'amplifier avec un tel système.
Et donc amplifier le bruit surtout haute fréquence, c'est très nuisible pour le comportement du système. Vous allez avoir une commande qui va être bruitée, vous allez envoyer ça à votre système, un signal tout bruité à votre système. Alors il suffit qu'il y ait par exemple pour un asservissement de température 50 Hz, c'est déjà haut en fréquence. Parce que la bande passante d'un asservissement de température, c'est 0,1 Hz, 0,01 Hz, c'est très très lent. Donc 50 Hz, c'est très élevé. Et si vous avez un parasitage, par exemple, de votre mesure de température à 50 Hz, ce qui arrive forcément, vu l'environnement de la distribution électrique, ce 50 Hz va être amplifié énormément par l'effet dérivé. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez envoyer du 50 Hz à votre chauffage, et vous allez donc alimenter les résistances avec une modulation à 50 Hz, et éventuellement ça va faire du bruit. Le client va râler, vous allez faire taper sur les doigts. Donc taux DS ne s'implémente jamais sous cette forme-là. S'implémente sous une forme où vous allez couper l'effet dérivé au-delà d'une certaine fréquence, au-delà de la fréquence, disons, limite de votre système. Alors voici les différentes combinaisons possibles de correcteurs PID. Alors soit vous utilisez le proportionnel tout simple, ça s'appelle un correcteur P. Soit vous utilisez un terme proportionnel et un terme intégral, ça s'appelle un correcteur PI. Ou retard de phase. Alors ça, je l'ai rarement vu, ça, retard de phase. Mais bon, proportionnel intégral, oui. PD, proportionnel dérivé. PID, proportionnel intégral dérivé. Voici le correcteur PI, donc l'action simultanée d'un terme proportionnel et d'un terme intégral. On peut mettre ça sous la forme d'une fraction de polynôme, et vous voyez apparaître effectivement le pôle en 0 au dénominateur ici, et le pôle en 1 sur tau i au numérateur. Donc une action avec un gain infini aux basses fréquences. Lorsque oméga tend vers 0, effectivement la norme de ça tend vers l'infini. C'est ce qu'on veut, en régime permanent, un gain infini. Et lorsque les fréquences augmentent, ce gain est coupé par l'action du dérivateur là, qui fait que votre pente moins 1 là, de l'intégrateur va être coupé et va passer à 0. On va voir ça ensuite. Alors les avantages du correcteur PI, c'est qu'il a un intégrateur, et donc il annule l'erreur statique pour une entrée en échelon. C'est sûrement le correcteur le plus utilisé. L'inconvénient, c'est une saturation éventuelle de la commande, si on ne prend pas garde à mettre les fameuses diodes Zener là d'anti-saturation. Le correcteur PI, voici son diagramme de Bode. Vous avez donc le gain infini aux basses fréquences. Donc, quand vous allez en moins l'infini, là en échelle log, donc gain infini. À la pulsation 1 sur tau i, vous avez coupure, c'est-à-dire le terme du numérateur commence à agir et va vous redresser la pente de moins 1 et la faire passer à une pente de 0. Donc voilà la réponse en gain, en amplitude du correcteur PI. Et la réponse en phase est la suivante, c'est égal à moins 90 degrés jusqu'à la pulsation de coupure, et à partir de la pulsation de coupure, le terme du numérateur va remonter la phase de moins 90 à 0. Voilà le correcteur PI. On passe directement au correcteur à avance de phase comparé au correcteur PD. Alors lui, par contre, il est effectivement utilisé dans la pratique, tout simplement parce que le correcteur PD idéal, qui est celui-ci, avec ce taux DS, n'est pas physiquement souhaitable et n'est pas causal. Conclusion, on va légèrement le modifier. On va transformer ce terme 1 plus taux DS, qui est totalement irréaliste et qui ne se comporte pas bien du point de vue du bruit, en 1 plus taux DS sur 1 plus A taux DS, avec A inférieur à 1. Si A est inférieur à 1, ça veut dire que la constante de temps du dénominateur va être plus courte
que celle du numérateur. Ça veut dire que ça va correspondre à une fréquence 1 sur A tau D, qui va être supérieure à 1 sur tau D. Conclusion, vous avez un comportement de ce type où aux basses fréquences ça c'est l'idéal. Ça c'est le correcteur PD idéal 1 plus tau ds, sans filtrage. Donc là, à partir de la fréquence de coupure, vous avez une pente d'amplification qui va jusqu'à l'infini. Donc vous amplifiez de manière infinie les fréquences de pulsation infinie, ce qui n'est pas l'idéal en fait. Et au niveau de la phase, effectivement, ça remonte la phase. Pour des basses fréquences, il ne se passe rien, donc c'est 0 degré. À partir de la pulsation coupure, vous passez à plus 90 degrés. Donc ça permet de remonter la marge de phase. Mais on ne veut pas faire ça. Et donc on fait ça. Ça, c'est le correcteur à avance de phase. On rajoute un dénominateur, et ce dénominateur, il intervient à partir de cette pulsation-là. Ce que je vous ai dit là, c'est que le 1 sur A fois tau D, A étant strictement inférieur à 1, est plus haute fréquence que le 1 sur tau D. Donc au bout d'un certain temps, au-delà d'une certaine fréquence, on coupe l'action dérivée. On casse cette pente de plus 1 et on la transforme en une pente de 0. Donc on va avoir une amplification constante, limitée pour les hautes fréquences. Au niveau de la phase, voici la courbe qu'on obtient. Alors la courbe idéale, c'est un créneau comme ça qui passe de 0 à plus 90 degrés dans la phase où on amplifie, et ensuite qui repasse à 0. La courbe réelle, c'est une courbe comme ça, qui admet un max. Et ce maximum-là, on peut en déterminer sa valeur. Et il se trouve que cette valeur max, c'est exactement au milieu des deux fréquences-là, mais en échelle log. Si c'est au milieu, ça veut dire, en échelle log, ça veut dire que c'est à une pulsation qui correspond à la moyenne géométrique de ces deux fréquences, à savoir racine carrée de ça fois ça. Ici, vous avez la comparaison entre le proportionnel dérivé idéal et le proportionnel dérivé réel, et vous voyez qu'ils coïncident aux basses fréquences, c'est ce qu'on veut, ça c'est la plage de fonctionnement du système. Et au-delà, ça diverge, donc le PD idéal, il part dans les choux là, et l'idéal, le réel, lui par contre, est limité en amplitude, c'est ce qu'on veut. Vous avez ici des relations très intéressantes qui vous permettent de calculer l'avance de phase maximale. Donc voici les équations du proportionnel dérivé, celles qui vous permettent justement de trouver ce déphasage maximum, parce que celui-ci va vous servir dans la synthèse, va vous servir à trouver de combien au maximum vous pouvez avancer la phase. Donc de combien au maximum vous pouvez augmenter la marge de phase. Et ça, c'est particulièrement utile lors de la synthèse. Alors vous avez cette relation-là en fonction de A. Sinus phi m est égal à 1 moins A sur 1 plus A, et oméga m, qui est la moyenne géométrique des deux pulsations, donc 1 sur racine de A fois tau D. Par exemple, pour une valeur typique de A, c'est de couper à 10 fois la fréquence de 1 sur tau D. Donc A est égal à 0,1. Et dans ce cas-là, on a une avance de phase maximale, non pas de plus 90 si on avait le PD réel, idéal, mais de 54,9 degrés avec ce proportionnel dérivé approché et surtout filtré aux hautes fréquences. Pour calculer A, si vous avez par exemple, on vous impose de remonter la phase de temps et temps, vous pouvez utiliser cette formule pour trouver A. Et celle-ci pour trouver la pulsation de coupure tau D du correcteur PD. On va maintenant faire une synthèse. Vous expliquer comment, à partir du diagramme de Bode, synthétiser un correcteur. On va commencer par un PI. PI, le correcteur le plus répandu au monde. La synthèse consiste à trouver les paramètres de réglage. Alors pour un PI, il n'y en a que deux, le P et le I. Le terme P, c'est le Kp qu'il faut trouver, et le terme I, c'est le tau I. Si vous avez trouvé tau I et Kp, c'est fini, vous avez réglé votre correcteur. Alors toute la question c'est comment régler Kp tau I. Alors méthode de l'ingénieur pressé, on tourne les boutons jusqu'à ce que ça marche.
Quand on n'a pas l'expérience, en général, bon, soit ça marche pas, au pire on casse le système parce qu'on le rend instable et puis du coup voilà, il diverge et puis éventuellement il y a des choses qui cassent à ce moment-là. Bon, imaginez un système d'enroulement de bandes particulièrement fragile, je sais pas, au hasard, papier toilette. C'est régulé en tension. Hein. Vous avez un rouleau, enfin une alimentation quelque part qui vient de la production, et puis vous avez un rouleau qui enroule tout ça, et puis il faut que la tension soit maintenue constante. Il ne faut pas que ça fasse il faut que la bobine soit bien enroulée. Hein. Votre papier toilette, vous avez pas envie que ça soit enroulé n'importe comment quand vous l'achetez. Eh bien, si jamais vous réglez avec la méthode de l'ingénieur pressé, vous allez augmenter votre P là, et puis à un moment ça va devenir limite instable, ça va commencer à osciller. Donc, qui dit oscillation de la tension, et puis rupture. Alors, il se trouve que l'enroulage de bande, en général, c'est pas juste un rouleau qui est enroulé, c'est sur une longueur importante, et ensuite on coupe en petits morceaux. Et ben quand ça casse, ça prend du temps à remettre en route. Et ça coûte de l'argent. Et votre chef n'est pas content. Donc la méthode de l'ingénieur pressé, ça marche pour réguler la température de cet amphi. Là, il n'y a pas de problème. Personne qui va rouspéter lorsque ça diverge. Parfois, ça ne marche pas. Et donc dans ce cas-là, on utilise une méthode un peu plus scientifique, un peu plus digne d'un ingénieur qui se respecte. Et voici comment on procède. Alors on a un système du deuxième ordre. On part de cette hypothèse. Bon, il se trouve qu'il y a énormément de systèmes du deuxième ordre, donc ça va déjà regrouper pas mal de systèmes en traitant ce cas-là. Vous avez deux pulsations de coupure. Vous avez un diagramme de Bode qui ressemble à ça. Gain constant aux basses fréquences, ensuite pente moins 20, pente moins 40 à 1 sur taux D, à 1 sur taux 2, pardon, et une phase qui in fine converge vers moins 180 degrés. On veut réguler ça avec un PI. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir une erreur statique nulle. On place, alors là c'est un choix, on va placer la pulsation de coupure du proportionnel intégral exactement à 1 sur taux 1. Donc regardez ce que j'ai fait là. J'ai placé le taux I égal à taux 1. Hein, donc normalement le PI il a une courbe verte là, moins 1 et ensuite 0 hein, à partir de là, et une phase moins 90 et ensuite 0 à partir de là. Donc effectivement, si vous additionnez la contribution du correcteur à celle de la courbe bleue initiale, vous avez effectivement, c'est la courbe verte, hein, vous avez effectivement une pente moins 1 au début à cause de l'action intégrale du correcteur proportionnel intégral qui se rajoute à celle du système. Donc au lieu d'avoir ça, vous avez ça, et donc du coup vous avez le gain infini aux basses fréquences, ce que vous vouliez pour avoir une erreur statique nulle, et à partir de cette pulsation-là, vous coupez l'action intégrale. Donc vous passez d'une pente moins 1 à une pente 0, conclusion, vous suivez l'ancienne pente. Ça ne change plus la pente, hein, jusqu'aux pulsations infinies. Au niveau de la phase, au lieu de partir à une phase nulle sans correcteur, vous partez à une phase égale à moins 90 degrés avec correcteur, jusqu'à ici. Ici, on annule la phase du correcteur PI à cause du terme du numérateur, et donc on continue avec la phase du système, la bleue là, et donc on continue tout droit jusqu'à moins 180. Donc on passe l'action, en tout cas dans le diagramme de Bode, de ce correcteur proportionnel intégral, c'est de transformer la courbe du système sans correcteur, la bleue, de la faire passer de la courbe bleue à la courbe verte, qui est le diagramme de Bode de la fonction transfert en boucle ouverte corrigée. Alors ça change quoi ? Ça change donc amplitude infinie, gain infini aux basses fréquences. Ça change la phase aux basses fréquences, mais ça ne change pas trop la phase aux hautes fréquences. Vous voyez, bon, ça a quand même une petite influence. Hein. Ici, vous voyez que les phases ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça a quand même une influence limitée sur la phase aux hautes fréquences. Si on s'intéresse à la marge de phase, hein, la marge de phase peut être, par exemple, la courbe verte, là,
Si on veut avoir 45 degrés, on va se situer à peu près ici, hein, et donc en remontant le gain pour que ça coupe 0 dB, donc on peut avoir une bande passante qui est quasiment la même que s'il n'y avait pas ce terme intégral, dû au fait que la phase n'est pas trop impactée aux hautes fréquences. Alors, justement, la marge de phase. On vous impose, donc ça c'est la courbe en rouge, c'est la courbe verte d'avant. On vous impose une certaine marge de phase désirée, hein, donc vous allez regarder la pulsation à laquelle vous avez la marge de phase considérée, c'est-à-dire si on vous impose 45 degrés par exemple. Il faut regarder l'endroit de la courbe rouge, qui est la courbe de phase de la fonction transfert en boucle ouverte corrigée, où vous avez moins 135 degrés. Pourquoi? Parce que quand vous avez moins 135 degrés, vous êtes à 45 degrés de moins 180. Vous regardez la pulsation à cet endroit-là et vous débrouillez pour régler le gain de manière à ce que vous ayez 0 dB à cet endroit-là. Donc vous remontez la courbe verte jusqu'à cet endroit-là, de manière à ce que ça coupe exactement 0 dB à l'endroit où là vous avez moins 135 degrés. Alors, ayant fait ça, vous avez défini tau i, vous avez fait tau i est égal à tau 1. Vous avez déterminé tau i. Et vous venez de régler le gain. Régler le gain, c'est translater la courbe verte pour l'amener jusqu'au point de coupure, là où la phase vaut moins 135 degrés. Vous avez réglé le gain, donc vous avez réglé K. Vous avez K, vous avez tau i, vous avez fini. Vous avez réglé le proportionnel, K, et le terme intégral, tau i. Vous n'avez plus qu'à tester si ça marche. Avec une marge de phase de 45 degrés, on peut s'attendre à un dépassement de 20%. C'était la fameuse courbe là, amortissement équivalent en fonction de marge de phase qui est donnée quelque part dans le cours au niveau de la partie Nyquist là. Vous pouvez vous attendre avec 45 degrés de marge de phase à un dépassement de 20%. Vous pouvez tester ça en simulation. Si ça marche en simulation, vous pouvez passer sur le système sans casser la bande. Voilà. Bon, on va terminer sur ces considérations-là et on va continuer la semaine prochaine.